finirait mal, sénateur. Ça commence par le tabac et ça finit par l'alcool et les femmes. La double vie et tout le reste. Tu trouves le moyen de plaisanter? Vous avez volé des renseignements confidentiels concernant une enquête sénatoriale. Pourriez vous retrouver en prison pour longtemps. D'accord, j'ai commis une erreur. Soit, seulement ne vous imaginez pas que je vais continuer à manger votre soupe. Votre nouvelle boîte de disques, mes 200 000 $ de salaire et mon emploi, vos beaux projets pour Annie, je m'en fous. Estep se fiche pas mal de toi et de ta carrière. Il veut m'avoir. Il veut faire de moi son esclave. Et pour ça, il se sert de toi. Je sais que vous avez des problèmes. T'a-t-il dit en quoi ces problèmes consistaient? Il n'aime pas la façon dont tu diriges ma carrière. Et j'ai des raisons de croire qu'il ne s'est pas trompé. Hé, lâche-moi! Ne bouge pas! Pas un geste. Ou je te descends. Non, Wesley! Non! Laisse-le partir! Il va te tuer! Laisse-moi! Ils vont sans doute appeler Franklin à témoigner. Je suis certain qu'ils ne vont pas se contenter d'envoyer John Franklin, sinon ce ne serait qu'opposer sa parole à la mienne. Estep n'aurait pas provoqué cette enquête sans avoir 90% de chance au moins d'emporter le verdict qu'il souhaite. Diane! Mon Dieu. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je voulais qu'elle rentre à New York. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme solution? Eh bien, voilà qui est fait. En ma qualité d'officier d'état civil de l'État du Nevada, je vous déclare mari et femme. Maggie. Il paraît que vous cherchez un bon avocat. Mais je suis chère, je vous préviens. Examinons cette liste de noms encore une fois. Non, laisse tomber cette liste et concentre tes efforts sur Franklin. Comment démontrer qu'Estep l'a repris en main? Rob Barnes. Je ne le connais même pas. Réceptionniste à l'hôtel Creighton de Philadelphie. Maggie, tu ne veux pas m'écouter? J.C. Hayworth, serveuse au bar-restaurant du Je même n'ai hôtel. jamais mis les pieds dans ce fichu hôtel et je ne connais pas ces personnes. Que pourrait-elle dire de moi? Nous le saurons bientôt. Elles sont citées comme témoins à l'enquête. Maggie, je t'en prie, concentre-toi sur Estep. Très bien. Mais puis-je vous rappeler, sénateur, et j'use à dessein de ce titre, parce qu'il se pourrait que tu ne le portes plus longtemps, que c'est moi qui suis chargé d'assurer la défense. Tu as raison. Bon, ils ont Franklin et une longue liste de témoins dont nous ne savons rien et dont je n'ai que les noms. Mais il y a aussi ma parole, ou bien cela ne compte-t-il pas à tes yeux? Tu es victime d'un coup monté, je le sais. Mais si je vais dire à la commission, sénateur, mon client est innocent, croyez-moi, je vous en prie, ça ne suffira pas comme moyen de défense. Comment vais-je donc faire pour assurer ma défense contre des témoins que je ne connais pas? Fais venir Paxton. Il était présent lors de ton entrevue avec Franklin. Il pourra Le confirmer. faire venir de force, il est à l'hôpital. Il ne quittera pas sa chambre. Oui, de force, si besoin. Rudy, ce n'est pas une enquête comme les autres. C'est un assassinat politique caractérisé. Et je suis sûr que Paxton lui-même attend que tu lui forces la main. Quand la moitié du Sénat veut me lyncher parce que j'ai révélé à la presse que Charles Estep payait Dillon depuis plusieurs années? Paxton avait raison. Les membres de ce club très fermé n'aiment pas qu'on les mette publiquement en cause. Je sais, mais il n'hésite pas à censurer publiquement celui d'entre eux qui... Allô? Oui. Non, je viens. Non, 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 dis-lui de venir. À la réflexion, dites-lui d'entrer.
Ne t'inquiète pas, je ne me crêpe jamais le chignon avant une audience. Bonjour, Rudy. Je suis désolée, je dérange peut-être? Oh non, non, pas du tout. Vous tombez à pic. Ce pauvre Rudy commençait à développer un complexe de persécution. Tu ne nous déranges pas, nous venons de terminer. Je viens juste te souhaiter bonne chance et je m'en vais. Je vous remercie d'assurer sa défense. Je vous en prie. Je te retrouve à l'audience. Non, non, je vous ai dit que je m'en allais. Ken m'a donné un laissez-passer. Je serai dans la salle tout à l'heure. D'accord. Eh oui. Si seulement j'étais aussi douée qu'elle pour désarmer l'hostilité, nous aurions sûrement course gagnée. Bon. J'ai de la chance de vous avoir à mes côtés, maître. Nous allons bien nous battre. Et gagner, j'espère. Si tu vas en prison, qui me paiera, hein? Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, messieurs les membres de la commission judiciaire, nous sommes ici pour accomplir une tâche peu agréable, pour passer en jugement un de nos collègues, membres du Sénat des États-Unis. Et en conclusion des témoignages que nous allons entendre, nous recommanderons ou non que le sénateur Jordache soit censuré par cette Assemblée. Mais quelque répugnance que cette tâche nous inspire, rappelons-nous bien que la démocratie ne peut demeurer forte et l'intégrité des États-Unis sans tâche et insoupçonnable que si nous exigeons de nous-mêmes ce que nous réclamons des autres, une conduite sans reproche. Il veut se présenter contre Nixon en 72 Bien et il qu'ayant inaugure sa pouvoir campagne pour électorale. justice, nos procédures sont moins strictes. La commission est assistée par M. Jacobson, chargé des interrogatoires. L'avocat du sénateur Jordache procédera au contre-interrogatoire. Lorsque les témoins de l'accusation auront été entendus, la défense pourra appeler ses propres témoins. Maître, êtes-vous prête? Oui. Bien. Voulez-vous faire une déclaration préalable, Monsieur Jacobson? Monsieur le Président, je ne saurais en l'occurrence résumer l'affaire mieux que vous ne l'avez fait. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet. À vous, maître. Je voudrais souligner, comme la présidence, que le sénateur Jordache est passionnément épris d'honneur et d'intégrité, pour lui et les autres. Il se félicite de cette opportunité qui lui est ici même offerte de faire la preuve d'une conduite irréprochable. Sachez, maître, que j'ai l'absolue conviction de parler au nom de l'entière commission en disant que j'ai l'espoir que c'est le cas du sénateur Rudy Jordache. Monsieur Jacobson? Oui. Le premier témoin, voulez-vous? La commission appelle John Franklin, ex-vice-président de la société Tricorp International. Parce que je n'avais pas le choix. Le sénateur Jordache disait qu'il me ferait condamner si je refusais de fabriquer des pièces à conviction susceptibles d'impliquer M. Estep. Une dernière question, Monsieur Franklin. Où ce premier entretien entre vous et le sénateur Jordache a-t-il eu lieu? À l'hôtel Crichton, à Philadelphie. Je vous remercie, Monsieur Franklin. Nous savons à présent ce que vont dire ces mystérieux témoins. Je ne m'attendais pas à ce que le coup vienne de là. Le témoin vous appartient, Madame Porter. Monsieur Franklin, quel moyen a utilisé Charles Estep pour vous faire changer d'attitude? En vous menaçant de vous faire subir le sort de Sarah Hunt? Ou bien en vous offrant de vous racheter les documents signés de sa main? En vous ouvrant un compte dans une banque suisse, comme pour les fonctionnaires de justice incriminés? Monsieur le Président, je m'oppose. La défense est en train de persécuter le témoin. Parfaitement, et j'ai bien l'intention de le faire aussi longtemps que Monsieur Franklin continuera de débiter ses mensonges préfabriqués devant l'honorable commission. Madame Porter, ces remarques ne sont pas admissibles. La commission vous prie de vous en tenir aux règles admises. Dans ce cas, je n'ai plus de questions à poser pour l'instant. Je me réserve le droit de rappeler le témoin quand je pourrai le convaincre à la fois de mensonge et de parjure. Le témoin peut se retirer, mais priez de rester à la disposition pour témoigner de nouveau si nécessaire. Le témoin suivant. J'appelle Robert Barnes. On ne gagnera peut-être pas, mais quel spectacle. La preuve ne sera peut-être pas apportée, mais l'effet sera fait.
Je jure solennellement que les réponses que je pourrai donner seront, à ma connaissance, l'expression de la vérité, de toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez dire vos noms et prénoms. Robert G. Barnes. Monsieur Jacobson? Oui, monsieur. Monsieur Barnes, quelle est votre profession? Je suis à la fois chef des grooms et réceptionniste à l'hôtel Creighton de Philadelphie, ce qui équivaut presque à sous-directeur. Vous occupiez cet emploi à la date du 12 octobre l'an dernier? Oui, bien sûr, j'y suis depuis 4 ans. Veuillez regarder le sénateur Jordache et dire si vous l'avez déjà vu. Bien sûr, plusieurs fois. Excusez-moi, monsieur Barnes. Vous l'avez vu en personne? Une seule fois, et justement le 12 octobre de l'an dernier. Ouais. Et en quelle occasion? Il était descendu au Creighton, mais pas sous son nom. Il se faisait appeler William Chandler. Vous reconnaissez cette fiche de police? Oui, c'est celle que l'on fait remplir à l'hôtel. Monsieur Barnes, s'il était descendu sous un faux nom, comment avez-vous pu savoir qu'il s'agissait du sénateur Jordache? Le même soir, au journal télévisé, on l'avait interviewé au sujet d'un projet de loi. Et il avait tout de suite attiré mon attention parce que c'est moi qui l'avais reçu l'après-midi. Merci, j'ai fini, monsieur le président. Plus de questions. Pas de question, je réserve le droit de rappeler le témoin. Le témoin peut se retirer, qu'il reste à disposition. Témoin suivant. Pourquoi le laisses-tu partir? Tu l'aurais mis en pièces. Non, je veux me renseigner sur lui. Il a trop bien répété son texte. Je leur ai monté des sandwichs dans la chambre, mais quand j'ai cogné à la porte, ils n'ont pas dû entendre le bruit, tellement ils criaient fort tous les deux. Au bout d'un certain temps, quand même, l'homme m'a ouvert. Pouvez-vous le décrire? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il portait un costume à bon marché. Mais que s'est-il passé? Eh bien, j'ai tout de suite remarqué que ce client-là devait être à dingue sur le pourboire. J'ai fait 2 pas en regardant autour de moi, comme pour voir si tout allait bien, avec un beau sourire. Je suis bonne actrice quand il faut faire appel au porte-monnaie et je me suis redirigée vers la porte. Qu'avez-vous noté? Pas grand-chose, sauf qu'ils se sont remis à discuter très fort. Avez-vous compris de quoi il parlait? Eh bien, il m'a semblé qu'ils se disputaient à propos de documents. Je n'en sais pas plus, parce que celui au costume fripé a fini par céder et il a mis la main à sa poche. Tout à coup, celui qui était avec lui m'a remarqué et a dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Vous aviez reconnu cette personne? Bien sûr. Je l'avais vu. C'était le sénateur Jordache. Qui êtes-vous, monsieur Campbell? Je suis fonctionnaire du gouvernement. Plus précisément, je suis inspecteur au service des revenus des personnes physiques. Est-ce que vous connaissez le sénateur Jordache? Je l'ai plusieurs fois rencontré sur le seul plan professionnel et à sa demande. Lors de ces contacts, Yes. avait-il été question de Charles Estep et de la Je crois qu'il a témoigné dans une de mes sous-commissions, mais je n'en suis pas sûr. Veuillez préciser le pourquoi et le comment. Cela se passait dans les couloirs du Sénat. J'avais accédé à sa demande. Il m'a dit qu'il recherchait des documents prouvant qu'Estep violait la loi. Avez-vous trouvé les documents ou les preuves qu'il vous demandait? Non, monsieur. Quelle fut la réaction du sénateur? Il a insisté. Il m'a affirmé que ces preuves existaient et m'a prié de continuer les recherches. Et avez-vous finalement trouvé des documents prouvant une action illégale? Oui, monsieur. Un vice-président de la Tricorp International, John Franklin, se livrait à des détournements de fonds. Il en était à plusieurs centaines de milliers de dollars qu'il avait déposés dans une banque suisse sous divers pseudonymes. J'en ai fait part au sénateur. Et comment celui-ci a-t-il réagi? Attache ta ceinture. Il a été très déçu. Il m'a vivement remercié de mon aide et m'a promis de dire un mot en ma faveur à mes supérieurs. Bien. Et l'affaire en est-elle restée là? Non. Une semaine plus tard, le sénateur Jordache m'a de nouveau convoqué. Et cette fois m'a intimé l'ordre de ménager une entrevue entre lui-même et John Franklin. Et où cette entrevue a-t-elle eu lieu? À l'hôtel Creighton, à Philadelphie, Pennsylvanie. Vous êtes un menteur! Je demande une suspension, j'ai besoin d'assistance. D'assistance? C'est un miracle qu'il me faudrait. Un miracle, mon pauvre Rudy. Dites 51 miracles. C'est le nombre de voix nécessaires pour battre la motion de censure. Il ne s'agit pas de censure, sénateur. Il s'agit ni plus ni moins d'un assassinat politique. Estep a envoyé des témoins qui mentent sans vergogne, et je me trouve à chaque déposition dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour les confondre. Depuis le temps, vous devriez bien savoir de quoi Estep peut être capable. Sénateur, je vous demande de témoigner. Mais nous en avons déjà plusieurs fois discuté et je vous ai dit... Je constate que l'un des hommes les plus respectés du pays est allé se cacher dans une chambre d'hôpital. Je n'avais pas le choix. Une seule allusion de la part d'Estep sur le financement de ma campagne électorale et je suis un homme fini. Mais bien lutter! Confondez-le! Comme vous l'avez fait. Il y aurait 2 corps sur le bûcher funéraire. Mais pas si l'on peut prouver Rudy, qu'il...
Trouvez autre chose. Quelque part à Washington, il y a une liste des ennemis politiques. Oui, je suis au courant. Alors vous devez savoir qu'elle est communiquée à Nixon et à ceux qui le touchent de près. Vous êtes dessus. Ils feront ce qu'ils voudront, Rudy. Et ils veulent votre peau. Aidez-moi. Dites à la commission que Franklin est venu me voir avec ses documents. Dites-lui que vous l'avez entendu dire qu'Estep était responsable de l'assassinat de Scotty. Non, c'est impossible. Ce serait la ruine de mon œuvre législative. Votre œuvre, à quoi aura-t-elle servi? Cette œuvre est toute ma vie, Rudy. Alors votre vie n'aura servi de rien. Parce que si Estep devient le maître de ce pays, votre œuvre dont vous êtes si fier sera bonne à jeter au panier. Et il vous y jettera avec. Le sénateur ne pèsera pas lourd. Oui, réfléchissez-y. Sous les draps où vous cachez votre couardise. Sénateur. N'ouvre pas. Je viens. Qui est-ce? Excuse-moi si je t'ai réveillée, Wesley. Je vais te faire à déjeuner. Ou au moins un peu de café. Qui est-ce? Wesley! Ramona. Excuse-moi d'être venue si tôt, mais j'avais peur que tu sois partie à ton travail. Mais si ça ne te fait rien, bien sûr, je peux revenir plus tard. Non, reste. Wesley, tu lui as dit? On s'est mariés hier soir. Excusez-moi, la chambre est en désordre. Le lendemain d'une nuit de noces. Attends, veux-tu? Je vais vous faire du café, j'en ai pour 1 minute. Wesley, qu'est-ce que tu fais? Je reviens. Ça ne ferme jamais ici, À Las Vegas, tout reste ouvert 24h/24. y compris les officines de mariage. Pourquoi ne t'es-tu pas exilé dans un pays civilisé, l'Indiana ou le Kansas, où on ne se marie que dans la journée? Je sais bien, mais ça s'est fait assez à l'improviste. Si seulement j'étais arrivée une demi-journée avant. On m'a reproché souvent de ne pas être à l'heure, mais cette fois, Elle s'était ouvert les veines du poignet. Si j'avais refusé, elle aurait recommencé. on ne se marie pas par pitié. Ce n'est pas une raison suffisante. Il fallait la conduire chez le docteur ou bien encore lui offrir un café, comme à moi, pas l'épouser. C'est fait.
De toute façon, c'est trop tard. Non, Wesley, je t'en prie. Tu sais que je t'aime. Ça ne peut pas finir comme ça, ni pour toi, ni pour moi, ni pour nous tous. Si je suis venu à Las Vegas, c'est pas à cause d'elle. À cause de qui, alors? Moi? Billy et moi? Je croyais que tu me l'avais pardonné et que tu m'aurais... Je suis au-dessus de ça. Je t'en ai voulu au départ, mais c'est oublié. Alors c'est quoi? Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai quelque chose à y faire. Quoi? En quoi est-ce que c'est si important? Tu le sauras toujours bien assez tôt. Est-ce que tu l'aimes? Écoute, Wesley, oublie-la une minute et dis-moi, si j'étais arrivée hier ou il y a une semaine, qu'est-ce que tu m'aurais dit en m'ouvrant ta porte? Je n'en sais rien. Je viens de traverser presque tout le pays sans savoir ce que tu pensais, si tu accepterais d'ouvrir ta porte et même de me regarder. J'avais besoin de savoir où j'en étais, parce que... Je t'aurais ouvert. Et j'aurais été heureux parce que j'ai toujours voulu t'appeler et je ne l'ai jamais fait. Et je t'aurais dit que je t'aime. Et que je voulais qu'on vive ensemble. Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons commis en peu de temps, toi et moi, autant de sottises que bien des adultes. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Je me suis inquiétée, tu sais. Je l'ai raccompagné jusqu'à l'aéroport. Je t'aime tellement. Je veux tellement te rendre heureux. Viens, on a affaire. On va faire des courses? Non. On déménage. Tiens, prends ça. Cherche une autre chambre. Mais sous un autre nom. Cet homme, tu crois qu'il va revenir? J'en suis sûr. Pourquoi, Wesley? Qu'est-ce qu'il voulait? La même chose que moi. Ça remonte très loin. À la mort de mon père. Tu devrais aller à la police. La police? Est-ce que tu crois qu'on n'a pas essayé? Ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Il a tué mon père, ça lui a coûté que 5 ans. 5 ans pour supprimer une vie. Et rien pour celle de Roy. Si tu veux le tuer, il voudra te tuer aussi. Il essaiera. Écoute. Je regrette. J'aurais dû te le dire avant qu'on se marie. Mais tu es ma femme. J'ai des responsabilités. Je veux qu'il ne t'arrive rien. Wesley. Je sais que rien ne m'arrivera aussi longtemps que je serai auprès de toi. Tu m'avais dit que c'était fini. Et j'ai vu les gros titres sur tous les journaux. Tu t'étais imaginé peut-être que je n'en saurais rien. De quoi parles-tu? Oh, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'est pas de l'histoire ancienne. La censure de Jordache semble certaine. Mais je l'espère bien. Et tu devrais être contente, il t'avait mis en cause, non? Il dit la vérité. Je le sais. Je sais que tu as fait assassiner le représentant du syndicat. C'est pas ridicule. Je t'ai entendu en parler à Raymond un certain soir. Je n'avais pas compris à l'époque, mais maintenant c'est clair. Et qu'est-ce que tu crois avoir compris? Tu n'as pas un instant cessé de me raconter des mensonges depuis que je suis dans ce pays. Pas un instant. Et aujourd'hui, j'y vois clair. Pour la première fois de ma vie, je me rends compte que tu n'es pas l'homme que je croyais. Tu te trompes. J'ai toujours été, je serai toujours l'homme que tu croyais. Oh, Claire, je t'en prie. Je ne suis plus la femme adulée que l'on exhibe de soirée de gala en fête de charité. Elle est morte à Washington au cours de cette horrible enquête. Et tu remets l'histoire Sarah Hunt sur le tapis chaque Non, fois. c'est toi qui te trompes. Sarah n'était au fond qu'un mensonge parmi tant d'autres. Ces mensonges dont tu m'abreuves depuis des années. Ces mensonges, comme tu dis, tu les as acceptés?
Tu les as même encouragés. Si j'avais dit la vérité sur ton père, il est plus que probable qu'il serait en prison. Ou pire. Tu as menti par amour pour moi? Ou pour justifier les 6 millions de dollars qu'il t'a payés pour le protéger? Parce que je commence à croire que tu n'as fait de moi ta femme que pour mieux empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Si tu crois vraiment ce que tu viens de dire, je crains qu'il n'y ait plus rien de commun entre nous. Non, Charles, il n'y a plus rien. Parce que je refuse de continuer cette vie de mensonge. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. Then you came. C'est ouvert! Came to loving you, I'd spend my Mettez-le n'importe où. life with you. Do-do. En me disant cela, je peux savoir à quoi vous pensiez. Je croyais que c'était un serveur du bar. Je suis bientôt à sec et vous ne voudriez tout de même pas que je meure de soif, non? Oh, mais absolument pas. C'est même pour ça que je suis entré en passant. Pour vous être utile. J'ai un problème en ce moment. Et ça se produit presque chaque fois que je dois chanter dans la grande salle en bas. Cette mousse qui ressemble à des flocons de neige me pèse sur l'estomac aussi lourd que du plomb. Vous avez de la chance que ça ressemble à de la neige. Parce que moi, c'est un vautour qui me dévore le foie. Et c'est la vraie raison qui m'amène ici. Ah. Je suis comme un boxeur à moitié groggy. Je me suis senti le besoin de prendre un verre avec quelqu'un de sympathique. Vous avez dans l'hôtel une foule de gens sympathiques? Non, l'hôtel est plein de gens que je paie. Ou de gens qui ont peur de moi. J'ai peur de vous, moi aussi. Un peu. Quand vous parliez de prendre un verre avec une personne sympathique, est-ce que vous avez songé à votre femme? Ah, c'est vrai, j'ai oublié un détail. J'ai oublié de parler d'une union qui a duré 16 ans et qui tombe en ruine. Je n'ai plus grand-chose à boire. Mais si vous m'aidez à sortir du bain, on pourra peut-être trouver un sujet de conversation. Avec votre permission, Monsieur le Président, nous prierons la Commission d'entendre des témoignages de moralité qui non seulement laveront la réputation du sénateur Jordache de tout ce qui a pu être insinué à son égard... S'il vous plaît, avec votre permission, maître. La Commission voudrait procéder d'abord à l'audition d'un témoin qui vient de se présenter spontanément. Mesdames et messieurs, un peu de silence, je vous en prie. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, vous voudrez bien me pardonner cette démarche intempestive, mais je pense que la plupart d'entre vous, qui êtes ce que la presse surnomme parfois les ancêtres, accepteront cette liberté avec le protocole. Le sénateur sait qu'il sera toujours le bienvenu chez ses pairs. Je vous en prie, asseyez-vous. Et John Franklin nous a déclaré que Charles Estep avait ordonné et organisé le meurtre de Monsieur Scott, le président du syndicat. J'ai été très souvent confronté, messieurs, à des faux témoins. Franklin n'était pas du nombre et je lui ai fait confiance. À propos des documents, sénateur? Oui, il les a remis spontanément, en disant que ces pièces étaient pour lui une assurance sur la vie. Elles m'ont paru authentiques. La signature de Charles Estep vous est-elle familière? Non, la seule fois que j'ai vu sa signature, ou du moins prétendue telle, c'était au bas des documents précités. Donc vous n'aviez aucun moyen d'identifier ou d'authentifier la signature d'Estep? Non, aucun. Mais je sais fort bien reconnaître un homme terrorisé quand j'en vois un, et John Franklin l'était bel et bien, pour sa vie. Merci, sénateur. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions à poser, maître?
Oui, Monsieur le Président, merci. Sénateur Paxton, je serais désireuse de connaître les raisons de votre comparution spontanée et attirer votre attention sur le vote qui s'est tenu à votre sous-commission et dont la conséquence est la présence du sénateur Jordache en ces lieux. Je voudrais que vous précisiez si vous étiez au cours de cette séance disposé à assurer sa défense. Oui, je l'étais. C'était ma sous-commission. Le sénateur Jordache étant un jeune collègue, je me suis senti obligé de le soutenir. Mais au moment du vote, vous avez refusé votre voix au sénateur Jordache. Je me suis abstenu. Cela tout en sachant que votre voix aurait fait échouer la motion destinée à provoquer cette enquête. Un certain nombre de membres de cette sous-commission voulaient que l'enquête ait lieu. Et j'ai vu là une opportunité pour le sénateur Jordache de défendre son honneur. Mais quand la commission judiciaire s'est réunie, vous vous êtes fait admettre à l'hôpital Walter Reed, n'est-ce pas? Sur les ordres de mon médecin. On a beau être sénateur, on est sur ce plan-là soumis aux mêmes lois que l'électeur. Pourquoi vous êtes-vous fait hospitaliser? Vous avez l'aspect d'un homme en très bonne santé. Pour des examens. Pour des examens de quelle nature? Des examens dits de routine, sans plus, rien de grave. Non, il ne s'agit pas d'examens de routine, au contraire. Il vous a fallu du courage pour venir témoigner, sénateur. J'avais des obligations envers la commission. Sénateur, voulez-vous dire à la commission la raison exacte de votre séjour à l'hôpital Walter Reed? Sénateur, je répète ma question. Pourquoi Monsieur le vous Président, êtes-vous puis-je fait conférer admettre... avec mon défenseur? Faites. Mais qu'est-ce qui te prend? J'étais Je sur le suis point certain qu'il va nier. Nous n'avons pas la preuve qu'il est tenu à la gorge par Estep. Je n'ai pas besoin de preuves, Rudy. Il suffit de lier son nom et celui d'Estep et la commission se chargera du reste. Ce sera sa ruine. Je t'ai dit que j'étais prête à tout si c'était nécessaire. Retire ta question. Rudy... Je te prie de bien vouloir retirer ta question. Monsieur le Président, je retire ma question. J'en ai fini avec le témoin. Le témoin est autorisé à se retirer avec les vifs remerciements de la commission. Monsieur le Président, je voudrais moi aussi exprimer ma reconnaissance au sénateur dont la longue, riche et heureuse carrière peut être prise comme modèle par nous tous. Merci, sénateur. Non, sénateur. C'est à moi de vous remercier, plutôt. On était d'accord, c'est moi qui assurais la défense. Pourquoi m'as-tu empêché? Justement, il ne s'agit que de défense. Je ne t'ai jamais demandé d'aller jusqu'à ruiner la carrière de Paxton. Rudy, je t'en prie, il était notre unique chance. Nous aurions pu atteindre Estep et c'est bien le but que tu cherches à atteindre. La commission lui a fait confiance. Tu as tiré de lui ce que tu voulais. Je n'en ai rien tiré. Rien, tu entends? À part la confirmation que Franklin vous avait rencontrés tous les deux. Et Franklin l'avait déjà admis hier. Qu'est-ce que tu me suggères? Paxton a témoigné, je peux donc le rappeler. Non. Rudy, sois raisonnable, tu risques de tout perdre. Si je dois, pour gagner, employer les mêmes moyens qu'Estep, alors j'aime encore mieux perdre tout. Pourquoi me suis-je donné la peine d'assurer ta défense? J'en viens sérieusement à m'interroger au sujet de ta présence à l'hôtel Creighton au mois d'octobre. Et maintenant, sénateur Jordache, je voudrais vous demander... Excusez-moi. Je voudrais vous demander l'état de vos relations avec Charles Estep, plus spécialement en ce qui concerne cette grève à votre usine. Quand avez-vous rencontré pour la première fois Charles Estep? Monsieur le Président, je proteste. Cette affaire n'a rien à voir avec l'enquête en cours. Au contraire, Monsieur le Président, c'est pour établir si la subornation du témoin John Franklin ne serait pas l'ultime étape de la vendetta engagée par le sénateur Jordache contre Charles Estep. Maître, je prends acte de votre protestation. La commission autorise Monsieur Jacobson à poursuivre, mais seulement dans les limites qui sont en rapport avec ce témoignage. Bien. Et je vous en prie, soyez plus modéré. Vendetta est un bien grand mot. Bien, Monsieur le Président. Dois-je répéter ma question, sénateur? Non, c'est inutile. Mon premier contact indirect avec Charles Estep date d'un voyage que j'ai fait au Vietnam. J'avais appris quelque temps avant qu'une certaine quantité de matériel provenant de mon usine avait été victime d'un sabotage. Du fait de Charles Estep? Non, du fait d'un des employés de sa société. Est-ce que ce sabotage avait été fait sur ordre exprès de Charles Estep? Oui, bien que je sois dans l'incapacité de le prouver. Mais pourquoi, à votre avis, Charles Estep aurait-il fait saboter ses expéditions de matériel? Pour réaliser un projet auquel il tenait beaucoup, mettre la main sur la société Wesco. A-t-il atteint son but? Il ne l'a pas atteint et j'ai depuis revendu la totalité de mes parts. Et vous avez cessé par la suite de vous intéresser de près à Estep? Je n'ai pas cessé. Après l'incident du Vietnam, j'ai exigé une enquête sur la Tricorp International à la commission des opérations de bourse. Et puis-je savoir ce que cette enquête a révélé? Le fait que
que Charles Estep avait très peur. Très peur? Très peur de quoi? De son passé, de la façon dont la Tricorp avait été fondée. À peine l'enquête ouverte que Charles Estep me faisait inviter discrètement et au cours de notre entretien me demandait de tout arrêter. Devant mon refus, il me proposait un marché. Monsieur Estep me fit alors comprendre qu'il était, lui-même et son groupe, le seul pouvoir authentique qui gouvernait ce pays, que seul prenait les décisions. Et il me fit une proposition incroyable. Il m'offrit à moi la présidence des États-Unis. Voulez-vous répéter, sénateur? Vous avez bien compris, Monsieur le Président. Il m'a dit que si j'acceptais de ne pas donner suite à cette enquête, il pourrait faire de moi le successeur de Lyndon Johnson. Mais vous avez refusé et poursuivi votre enquête. Oui, c'est exact. Et c'est à la suite de cela qu'une grève sauvage a éclaté brusquement à mon usine. Parce que vous aviez refusé la présidence? Non, Monsieur Jacobson, c'est parce que j'avais opposé un refus absolu d'abandonner les recherches. Et ne pouvant m'acheter avec des promesses, il tenta de paralyser mon entreprise et de me ruiner sur le plan financier. Et que résulta-t-il finalement de cette enquête? Rien de très concret, mais cela me permit néanmoins Il vous offrit donc la présidence parce qu'il avait très peur d'une enquête qui ne révéla finalement rien de concret. Permettez que je continue, Monsieur Jacobson. Cela me fit néanmoins remonter jusqu'à une certaine Sarah Hunt, son ancienne secrétaire. Sarah Hunt, celle qui passa les derniers mois de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Où Estep l'avait fait enfermer. Parce qu'à 2 ou 3 reprises, elle l'avait menacé par jalousie de révéler publiquement ses activités. Et quand, malgré sa peur, elle accepta de témoigner officiellement, Charles Estep la fit assassiner. Le certificat de décès dit qu'elle est morte d'une crise cardiaque. On peut mettre ce qu'on veut sur un certificat. Le seul responsable de sa mort se nomme Estep. Sénateur, je suis désolé d'avoir à vous poser pareille question, mais quelle preuve y a... Je le sais, bon Dieu! Sarah Hunt savait tout. Et cela depuis le début. À propos des pots de vin, à propos de la structure occulte du groupe Tricorp, à propos d'un nommé Albert Dietrich, le fondateur de la Tricorp. Et parce qu'elle savait tout, Sarah a été assassinée. Gardez votre sang-froid, sénateur. Je m'efforce d'expliquer pourquoi une femme a été tuée. Vous proférez quantité d'accusations, sénateur, mais vous ne pouvez les appuyer d'aucune preuve. Les preuves sont toutes là, autour de vous. Il suffit de savoir regarder au lieu Je ne peux écouter plus longtemps les insanités proférées par le sénateur Jordan. Cette enquête est à elle seule la pire des insanités. Charles Estep est en liberté là, dehors, tuant et corrompant, se frayant un chemin vers le pouvoir. Et ce serait moi le coupable. Silence! L'audience reprendra lundi matin à 10 h. Et vous, maître, je vous prierai de n'y ramener votre client que s'il est dorénavant en mesure de se contrôler. En quel terme Charles Estep vous a-t-il offert la présidence, sénateur? Avez-vous vraiment pas pris de la proposition commentaires. au sérieux? Voilà. Non, messieurs, un communiqué vous sera transmis en fin d'après-midi. Ça s'est pas si mal passé. Crois-tu? J'ai toujours eu un faible pour les vaillants chevaliers. Tu as été magnifique. Je suis de ceux qui s'attaquent au moulin. Et ce matin, je me suis fait piéger par Jacobson comme un gamin. J'admire Maggie, la façon dont elle te défend. Je suis sincère. Oui, j'en suis sûr. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est considéré comme un délit grave d'embrasser un sénateur en voiture? Ça peut coûter de 6 mois à 2 ans de prison. Ça le vaut. Tu sais, il y en a qui ont de la chance. De qui parles-tu? De ceux qui ont 2 femmes dans leur vie. Bonjour, Billy. Merci d'être venu. C'est tout naturel. Ça se présente mal. Oui, mais c'est pas fini. Ah, ça commence. Attends-moi dehors, on ira déjeuner. Je t'en prie, Rudy, dis-leur d'attendre.
Faites patienter. Je sais comment Estep l'a su. Su quoi? Le nom de John Franklin. Comment? Il l'a su par moi. Comment, par toi? Un soir où j'étais allé te voir à Whitby, j'ai ouvert le coffre. J'ai téléphoné le nom de Franklin à Estep. Je l'ai fait, je te jure, contraint et forcé. Ne me regarde pas comme ça, dis quelque chose. Tu as toujours été si chic pour moi. Comment a-t-il pu te forcer à me trahir? Au moyen d'Annie et de la société Greenway. Après l'avoir racheté, j'ai découvert que c'était lui qui la contrôlait. Il m'avait fait dire que si je faisais des bénéfices, on me laisserait tranquille. Mais ça n'a pas duré. J'ai voulu résister, mais la carrière d'Annie était en jeu. Les distributeurs refusaient de placer ses disques. Et tu n'as pas eu l'idée de m'en parler? J'y ai pensé, mais je n'ai pas osé. Et puis, ça n'aurait rien changé. Et tu as décidé de me trahir? Il m'avait pourtant donné sa parole que ça n'irait pas plus loin. Que tout ça n'était que pour la forme, que tu serais probablement président. Et tu lui as fait confiance? Tu as cru ce qu'il te disait? Non, à vrai dire. Mais j'ai eu peur qu'Annie ne supporte pas le choc. Je l'aime, je ne voulais pas qu'elle en subisse les conséquences. Même au prix d'une trahison. Je veux être cité comme témoin. Je dirais qu'Estep m'a menacé, que j'ai cédé, que j'ai abusé de ta confiance. Rudy, je t'en prie, donne-moi cette chance. Ils vont te mettre en pièces. J'ai peur que ça ne marche pas. Que je perde quand même. Et toi, tu perdrais la Greenway. Et peut-être Annie. Ça n'a plus d'importance maintenant. Voilà qui pourrait s'appeler retourner sur les lieux du crime. Ah, j'ai bien cru que tu allais boxer la commission. Si tu avais quelques années de moins, je te pousserais vers le titre des poids moyens. Moi, quand j'étais au collège, j'ai souvent rêvé d'un cas semblable, aux multiples rebondissements. Et voilà que je suis en butte aux faux témoignages, aux mensonges et à la mauvaise foi. La vérité et le bon droit ne suffisant pas toujours. Rien n'est perdu, Maggie. Je t'ai amené un témoin de dernière heure. Billy?
Estep l'a obligé à me trahir et Billy lui a révélé que j'avais contacté John Franklin. Le pourquoi, tu le sauras plus tard. Pour l'instant, seul compte son témoignage. D'accord. Je vous écoute, Billy. Quand Estep vous a mis le marché en main, y avait-il des témoins? Nous étions seuls. Et quand vous lui avez donné le nom de John Franklin? Je lui ai donné par téléphone. D'où cela? De votre appartement? De votre bureau? Non, d'une cabine publique. Vous ne me croyez pas? En avez-vous parlé à quelqu'un avant de transmettre le renseignement à Estep? Bien sûr que non. Billy, je crois que vous avez pour Rudy beaucoup d'affection. Oui. Qui vous a prêté de quoi racheter la Greenway? Vous le savez. Répondez. Rudy m'a fait un prêt. Qui se montait à? 50 000 $, mais qu'est-ce que... Et aujourd'hui, vous voulez lui manifester votre gratitude en faisant en sa faveur un faux témoignage, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vous vrai. Vous voulez sauver votre beau-père, oui ou non? Oui, je le veux, seulement... Maggie, ça suffit. Excusez-moi. Je viens de vous montrer ce qu'il attend devant Jacobson, et après ce qui s'est passé ce matin, il est probable que le président en rajoutera. C'est pourtant la vérité. Il est des cas où la vérité est dangereuse. Je ne ferai pas appel à lui. Et maintenant, attendu que le bon droit se dérobe, en quels termes êtes-vous avec le ciel, sénateur? Parce qu'au point où on en est, seul un miracle pourra nous tirer d'affaire.